J'ai pensé qu'on ouvre ce midi de l'IREMO, qui va porter non pas sur la guerre d'Ukraine en général, ce n'est pas notre domaine, d'ailleurs, l'IREMO a un champ de travail, mais sur la guerre d'Ukraine vue du Proche et du Moyen-Orient. Mais je voulais d'abord qu'on voit cette carte parce qu'en fait, c'est la carte du monde nouveau. Pas très sympathique, mais il est nouveau. C'est-à-dire, comme vous le voyez, il n'y a pas deux camps. Il y a pour le moins trois camps. Il y a le camp pro-Poutine, il y a le camp anti-Poutine, et puis il y a un très grand nombre de pays, vous les voyez en jaune, qui n'ont pas pris position, même quoi qu'ils pensent, dans un sens ou dans l'autre, ils se sont abstenus. C'est la carte de quoi? C'est la carte du vote de l'Assemblée générale qui a eu lieu et qui a condamné l'agression russe avec simplement 5 voix contre. Donc je voudrais juste, avant de commencer, lire cette carte avec vous. Donc en rouge, vous voyez une Russie plus que jamais isolée, 5 voix contre sa condamnation, celle de la Russie, c'est logique, et puis 4 pays qui sont des modèles de démocratie, qu'on sait bien sûr, la Biélorussie, la Syrie, l'Érythrée et la Corée du Nord. Voilà le carré d'as des défenseurs de Poutine. Ensuite, vous avez, et c'est ça sur quoi je veux insister, ces pays qui sont en jaune et qui sont ceux qui n'ont pas voulu voter ni contre ni pour la résolution, ils se sont abstenus. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut y ajouter les pays en gris, qui n'ont pas pris part au vote, ce qui était grosso modo la même position à des degrés divers. Troisième remarque, elle est très importante, comme toutes les cartes, cette carte est trompeuse, parce qu'elle ne montre pas dans la finesse des prises de position les hésitations, les nuances de ces prises de position qu'on va voir très bien avec le Proche et le Moyen-Orient. C'est en effet particulièrement vrai du Proche et du Moyen-Orient, où, à l'exception de la Syrie de Bachar el-Assad, qui est maintenant officiellement co-belligérante puisqu'elle a accepté d'envoyer des mercenaires participer au combat contre les Ukrainiens, cette seule exception, tous les autres pays du Moyen-Orient, sans exception, je le répète, sont dans un grand écart, très étonnant pour certains. Je les cite vite, Ziad ensuite bien sûr va approfondir tout ça. Israël donc se pose, vous le voyez, en médiateur. Mais il refuse toute sanction contre la Russie et multiplie les pressions sur Zelensky. Il semble que Bennett, discutant avec Zelensky après avoir discuté avec Poutine, lui ait dit « capitule », le mot qu'il a utilisé. Donc appel à la capitulation, refus de livraison d'armes, aucune arme israélienne n'a été livrée aux Ukrainiens, et réticence, qui répond à d'autres préoccupations qu'on connaît bien nous, à accueillir des réfugiés autres que juifs. Donc maintenant, ça s'est arrondi, parce que ça devenait intenable pour des raisons d'image dans le monde, mais pendant les 15 premiers jours, les réfugiés ukrainiens qui arrivaient à l'aéroport et qui n'étaient pas juifs restaient à l'aéroport. C'est frappant que cette position est apparemment jusqu'à présent inébranlable, malgré quelques déclarations contradictoires, malgré des pressions américaines très fortes. Donc ça veut dire qu'Israël tient plus à son alliance avec la Russie qu'à toute autre considération. L'autorité palestinienne, je la cite au passage, ce n'est pas tout à fait un État, comme on sait. Elle a toutes les caractéristiques de la corruption et de la répression d'un État, mais elle n'est pas quand même un État. Malgré les pressions américaines, là aussi, s'en tient à une stricte neutralité. Absolument. À la fois pour ne pas perdre le soutien formel de l'Ukraine et de la Russie à la Palestine dans les votes à l'ONU, jusqu'à présent, mais aussi, visiblement, pour ne pas mettre en danger les communautés palestiniennes en Russie et en Ukraine. L'Iran, officiellement, comme vous le savez, défend l'invasion. En tout cas, s'est prononcé pour. Mais
n'a pas voté contre la résolution de l'Assemblée générale. En fait, il y a un grand mécontentement en Iran depuis de longs mois parce que les Russes ont lâché les Iraniens en rase campagne et autorisent les Israéliens à bombarder régulièrement les Iraniens en Syrie, mais aussi parce que les Russes ont fait un chantage. L'accord sur le nucléaire est quasiment prêt, il est rédigé, et les Russes ont dit non, on ne signe pas si vous n'excluez pas les rapports russo-iraniens de la logique des sanctions. Il semble que la visite maintenant du ministre des Affaires étrangères iranien à Moscou a plus ou moins réglé le problème et qu'on va vers la signature de l'accord sur l'Iran à quelque chose. La guerre d'Ukraine sera bonne, hélas. L'Arabie saoudite et la plupart des États du Golfe jouent aussi la distance. D'un côté, visiblement, ils ont besoin de la Russie pour des raisons pétrolières, dans toute la politique pétrolière, surtout dans cette crise, mais aussi parce que notre ami MBS, dont on a parlé l'autre jour, avec Benjamin Barth, pense que c'est l'occasion d'accélérer la normalisation avec Israël. Il a fait une déclaration très étonnante, même pour ceux qui le suivent de près, je crois. Il a dit « Israël n'est pas un ennemi, ça peut même être un allié potentiel si la question palestinienne est résolue ». Le problème, c'est qu'il n'a pas dit comment ça devait être résolu. Ça peut l'être d'une manière ou d'une autre, évidemment. La Turquie se veut médiateur. Elle a même accueilli des négociations entre Ukraine et Russie. Mais à la fois, elle condamne Moscou et elle refuse d'appliquer les sanctions. Cela dit, il y a eu un geste très important qui est passé presque inaperçu. Erdogan a informé Poutine que les navires de guerre russes n'étaient pas les bienvenus pour traverser le Bosphore. Ce qui est d'ailleurs conforme aux conventions internationales sur le Bosphore. C'est rien de spécial, mais c'était quand même un geste. Donc voilà, une espèce d'équidistance qui penche plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre, selon les cas, mais d'équidistance frappante de la quasi-totalité, Syrie exceptée, des États de la région. Alors pourquoi, sur le fond, cette prise de position? Ziad, évidemment, que vous connaissez, ce n'est pas la peine de le présenter longuement, très bien placé pour y répondre. Il est politiste, franco-libanais, libano-français, ouais, bon, comme on veut, professeur et directeur du programme des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris. Il est auteur de plusieurs ouvrages, dont nous avons parlé d'ailleurs ici avec lui. Je rappelle quand même Syrie, la révolution orpheline, Actes Sud 2014, et un autre livre collectif, celui-là, Dans la tête de Bachar al-Assad, avec Farouk Mardambe, Soubni Hadidi, etc. Au Actes Sud, voilà aussi. C'est pas tout à fait... Oui, c'est pas tout à fait par hasard que c'est Ziad que nous avons choisi d'inviter, parce que si on ne comprend pas qu'il y a un lien qui part de la Crimée, qui passe par la Syrie et qui aboutit à l'Ukraine, on ne comprend pas la réalité du conflit auquel nous assistons. Donc tu connais la règle du jeu, tu as 30-35 minutes sharp pour introduire la discussion, et puis ensuite on aura une petite heure pour répondre aux questions ici de nos amis, mais aussi de ceux qui sont en ligne et que Johan surveille sérieusement, je crois, toujours, comme toujours. Johan est la plus sérieuse de tous et de toutes. Voilà. Que dis-tu? Jean-Paul le président de l'IREMO me fait signe. Tu regarderas ton iPhone dans un instant. Mon iPhone dans un instant. Ok, mais il est fermé là, je vais devoir l'ouvrir. Il faut que je l'ouvre. Ah, bon. D'accord. C'est les directives de Moscou ou de Kiev? Voilà, donc revenons au sérieux qui préside à ces débats. C'est à toi, Ziad. Merci Dominique, c'est toujours un plaisir et un grand intérêt de discuter avec toi et avec vous toutes et tous ici à l'IREMO, même si les sujets malheureusement ne sont jamais des sujets qui font plaisir, disons, mais c'est juste l'échange et sa richesse avec vous toutes et tous. Donc, si tu permets, je vais procéder par, au début, une petite, disons, un petit rappel par rapport à ce conflit
qu'on oublie souvent ces raisons et on évoque certaines questions qui, à mon sens, sont assez dépassées, pour parler après de ce qui a été révélé par cette carte et ce qu'il y a sous cette carte au niveau des dynamiques, des alliances, des points de vue et ce qui pourrait les expliquer. Donc juste, la question de l'OTAN a occupé énormément d'espace dans les discussions sur les raisons. Pourquoi? Parce que Poutine a été provoqué par l'élargissement vers l'est de l'OTAN et c'est tout à fait légitime de discuter de cela et de voir comment l'OTAN a essayé une certaine expansion. Mais je pense que vraiment cette question n'est pas centrale parce que la dernière tentative de l'Ukraine pour faire partie de l'OTAN a échoué. En 2008, ils ont essayé, ça n'a pas marché parce qu'il y avait des conditions sur l'État ukrainien lui-même. Et en 2014, c'était déjà trop tard parce que selon l'OTAN, un pays qui est déjà en conflit ne peut pas adhérer à l'OTAN. Donc la dernière adhésion s'est faite à Istanbul en 2004, dans le dernier sommet où il y a eu l'expansion, ce qui fait que c'est tout à fait légitime de parler de ce contexte-là par rapport à l'OTAN, mais il me semble que les vraies raisons sont ailleurs. La première, on peut la considérer dans un cas d'étude précis, pas seulement à la Russie, il peut aussi être appliqué à la Turquie et à l'Iran. C'est cette transition difficile à gérer et à digérer de l'empire à l'État-nation. Un empire russe, puis soviétique, qui se trouve finalement obligé à devenir un État-nation, et il ne l'accepte pas. Il y a une question territoriale, il y a une question linguistique, il y a une gloire du passé, et il y a une volonté de s'imposer au niveau territorial, mais également politique et économique, dans ce qui était ou dans ce qui faisait partie de cet empire-là. Ce n'est pas seulement en Ukraine, on peut nous rappeler de comment Poutine est arrivé au pouvoir après ce que les Russes considéraient comme une humiliation suite à une série de guerres et de conflits. Sa montée au pouvoir avait en parallèle sa reprise, entre guillemets, autoritaire et extrêmement violente de la Tchétchénie, toute la deuxième guerre de Tchétchénie 99-2006, qui a connu des massacres et des crimes de guerre à Grozny et ailleurs. Il y a eu des assassinats de certains journalistes, de certaines journalistes et des dissidents. Puis il y a eu la guerre en Géorgie en 2008. Puis il y a eu la guerre, la première en Ukraine en 2014, Donbass et puis l'annexion de la Crimée. Puis il y a eu l'intervention en Syrie. Évidemment, je vais en revenir parce que c'est là où se joue pas mal de dynamique politique aujourd'hui. Et on oublie que même après cela, au Kazakhstan, il y a quelques mois, l'armée russe est intervenue contre un soulèvement populaire cherchant ou ayant des aspirations, disons, démocratiques ou du moins anticorruption. Il y a eu également une pression russe en Biélorussie pour avorter un possible changement politique. Donc cette guerre-là vient tout à fait dans la logique de la montée de Poutine en puissance et de la montée de la Russie en puissance, militairement parlant, sur la scène régionale autour de la Russie, mais également internationale. Et il y a vraiment quelque chose qui est relié à cette chute de l'Empire et la non-transition correcte ou capable de convaincre les Russes et de satisfaire leurs aspirations politiques, se contentant de l'État-nation qu'est la Fédération russe. Et donc ça te rappelle le même type de problématique avec la Turquie. Avec la Turquie, l'Empire ottoman et la Turquie, il y a toujours aujourd'hui un malaise turc par rapport au monde turcophone, voire à une partie du monde arabe qui a été pendant 4 siècles ou 5 siècles, ça dépend des cas, sous l'Empire ottoman. Et ça me rappelle aussi l'Iran, hein, l'Empire perse, même si on est dans une idéologie complètement différente aujourd'hui, mais toute l'expansion iranienne en Irak, vers la Syrie, vers la Méditerranée, via le Liban, fait partie d'une longue histoire de l'Empire qui toujours cherchait à contrôler le territoire qui mène à la Méditerranée et pour les Iraniens aujourd'hui qui mène aussi aux frontières israéliennes pour d'autres raisons. Donc il y a cette question-là. La deuxième question, elle est celle de ce qui se passe dans notre monde depuis le 11 septembre 2001. Suite au 11 septembre, la déclaration de guerre américaine contre ce qu'on appelle guerre contre le terrorisme a changé une certaine logique de guerre ou toute la problématique de la guerre. On est dans une guerre contre un principe, pas contre un principe, contre un concept. Et c'est une guerre sans fin. Elle a permis aussi à plusieurs États et à plusieurs acteurs de profiter de ce terrorisme
pour déclarer la guerre, soit à un autre pays, soit à une entité, soit à une opposition, prétendant à chaque fois que c'est une guerre contre le terrorisme. Donc en s'inscrivant dans une logique américaine que Bush avait commencée, et en prétendant que l'ennemi est terroriste. Et après, on rentre dans des définitions, qui dit que c'est du terrorisme, qui ne dit pas. La question de la guerre a été noyée dans ce logiciel et cette terminologie-là. Et puis, évidemment, 2003, la guerre américaine en Irak était un précédent au niveau du droit international, parce que malgré un vote contre la guerre au niveau du Conseil de sécurité, il y a eu 3 vétos même, et un vote majoritairement contre la guerre, les États-Unis l'ont quand même mené et se sont basés sur un mensonge qui était les armes de destruction massive. On se rappelle tous de la présentation de Colin Powell au niveau du Conseil de sécurité. C'était des preuves que lui-même plus tard reconnaît qu'elles étaient des preuves falsifiées par la CIA, par quelqu'un au niveau de la CIA. Ça a créé au niveau du conspirationnisme aussi un précédent qui va être utilisé régulièrement à chaque fois qu'il y a un événement qui nous dit que ce n'est pas comme en 2003 et ce que les Américains ont fait. Et la Russie a très bien joué sur cela en Syrie et ailleurs. Donc cette guerre en 2003 est extrêmement dangereuse dans ce qu'elle a créé dans le monde. Et on peut évidemment discuter de à quel point Saddam Hussein avait commis des crimes de guerre, était un dictateur barbare, etc. Peut-être il fallait trouver une solution à cela, et les Irakiens voulaient à tout prix une solution, mais comment la guerre a été menée et comment le droit international a été piétiné durant cette guerre-là, c'était extrêmement dangereux. Pardon. Non, c'est juste une parenthèse pour concrétiser ce que tu dis. Par exemple, en 2002, Bush, fils, est prêt à affirmer la nécessité de 2 États en Israël-Palestine. Oui. Il y a même une résolution qui se prépare au Conseil de sécurité. Elle sera finalement votée en 2003. Sharon intervient pour bloquer ça en disant quoi ? Notre Ben Laden, c'est Arafat. C'est Arafat, exactement. Et Bush se trouve pris dans la logique même de sa propre position. Donc, on est dans quelque chose qui n'est pas que de la théorie, c'est de la pratique tout à fait. quotidienne. Hein, c'est ça et en plus, pour compléter ce que tu rappelles, Dominique, c'est que même Arafat, à ce moment-là, après le 11 septembre, avait demandé à toutes les formations palestiniennes de cesser tout de suite les opérations de kamikazes, pour ne pas faire des comparaisons avec le 11 septembre. Malheureusement pour les Palestiniens, ils vont être de toute façon écrasés par la machine de guerre de Sharon, et Arafat va mourir plus tard. Mais c'est vrai que dans la région, c'était clair que cette guerre contre le terrorisme allait être utilisée par à la fois les Israéliens, mais aussi par plusieurs régimes arabes qui vont commencer à dire que leurs oppositions, c'est des terroristes, pourquoi vous vous permettez d'aller frapper et nous, on n'a pas le droit. Ça va être utilisé aussi contre toute critique faite concernant les droits humains ou le respect d'une certaine démocratie chez eux, évidemment. Et tout de suite, ils vont l'utiliser aussi pour dire, si nous réformons et nous organisons des élections libres et démocratiques, ce sont les islamistes qui vont prendre le pouvoir, et ces islamistes-là sont comme ceux qui vous ont attaqué le 11 septembre, donc arrêtez toute formule reliée aux réformes, à la démocratisation, etc. Finalement, la troisième raison de cette guerre, c'est toute l'impunité qui règne depuis la guerre en Syrie. Vous savez, en Syrie, ça a été un laboratoire pour l'armée russe et pour la définition de ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de guerre où il y a un niveau local, un niveau régional, un niveau international. En Syrie, les Russes ont bombardé 72 hôpitaux et centres médicaux. Ils avaient bombardé des écoles, ils ont détruit l'infrastructure sanitaire syrienne dans plusieurs régions. Ils ont appuyé un régime qui a gazé sa population, qui a utilisé la torture d'une manière à échelle industrielle, d'une manière systématique. Ils ont adopté ce qu'on appelle aujourd'hui les couloirs humanitaires, c'est-à-dire on assiège une ville, on l'affame, on la bombarde, et après on dit à la population, bien que la 4e convention de Genève doit protéger les civils, on leur dit, votre seul espoir, c'est que vous partez. Donc on déplace, on modifie la démographie, on fait un genre de nettoyage ethnique en prétendant que c'est pour protéger les civils, et on accuse l'adversaire que c'est lui qui bloque leur sortie si jamais cette sortie ne s'effectue pas. Donc le laboratoire a été fait en Syrie. Et le ministre de la Défense russe, un 17 octobre 2017, il dit « Nous avons testé 200 nouvelles armes en Syrie, tactiques et stratégiques,
En 2021, il rectifie, il dit nous avons testé 320 nouvelles armes en Syrie durant le conflit, et il se félicite que les ventes d'armes de la Russie ont augmenté énormément. J'ajouterai à cela aussi que l'intervention russe en Syrie a permis à Poutine de se donner l'image de l'allié fiable, contrairement aux Américains. Et c'est, à mon avis, ça explique en partie, on va revenir à cela, les positions de certaines monarchies du Golfe. Obama a abandonné Hosni Mbarak en Égypte, a abandonné Zain al-Abidine Ben Ali en Tunisie. Nous, regardez Poutine, ses alliés, il ne les abandonne jamais. Il a été trahi en Libye parce que la résolution onusienne a été réinterprétée par l'OTAN permettant la chute de Kadhafi. Là, en Syrie, il s'impose, personne n'a le droit de toucher à mon allié. Voilà un allié fiable, un homme providentiel, fort, contrairement aux Occidentaux qui trahissent. Et ça a joué pour lui. Donc la Syrie était certainement un tournant. Et si on avait appliqué contre la Russie des sanctions en 2015 déjà, quand l'intervention a commencé, je ne pense pas qu'on serait là aujourd'hui. Il n'y a eu aucune sanction contre la Russie suite à son intervention en Syrie. Il y a eu des sanctions contre le régime syrien économique, il y a eu des sanctions contre la Russie après 2014, l'annexion de la Crimée, mais rien par rapport à la Syrie, malgré la documentation, malgré un rapport des Nations Unies où les observateurs des Nations Unies donnaient aux Russes les coordonnées des hôpitaux pour qu'ils les passent au régime syrien afin de ne pas les bombarder. Non seulement ils étaient bombardés, mais ce sont les Russes même qui se sont chargés du bombardement pour qu'ils soient plus précis, en utilisant des bombes anti-bunker, puisque c'était des hôpitaux dans le sous-sol, pour les détruire. Donc rien n'a été fait. Si on peut résumer, si tu es d'accord avec la formule, la ligne rouge devient un feu vert. Absolument. Elle a été traduite en feu vert, déjà avec l'usage de l'arme chimique suivi par une négociation entre Kelly et Lavrov. Un nouveau principe aussi, si l'accusé du crime rend l'arme du crime, il échappe à toute sanction. C'était ça en vrai. Le régime syrien qui niait avoir le gaz sarin va finir par livrer à l'agence onusienne 900 tonnes de gaz sarin, et il échappe aux sanctions, à l'intervention, à la punition, on peut l'appeler comme on le veut. Et ça a créé, encore une fois, un tournant permettant à Poutine de comprendre que, en rapport de force, les Occidentaux restent puissants vis-à-vis des faibles, mais plus ou moins faibles vis-à-vis des puissants. J'ai protégé le régime, ils n'ont pas osé réagir. Hollande se sentait trahi aussi parce qu'il voulait faire quelque chose et Obama s'est retiré. Donc, fini l'interventionnisme à l'occidental, c'est maintenant le moment de la Russie, qui ressemble aussi à la première guerre du Golfe américaine en 1991, qui accompagnait la chute de l'Union soviétique, où les Américains ont mené une démonstration de force militaire qui n'était pas nécessaire face à une armée irakienne beaucoup moins équipée. La même chose, la Russie l'a faite en octobre 2015, quand il y a eu un bombardement à partir de la mer Caspienne avec des missiles stratégiques contre des positions en Syrie, et ce n'était certainement pas une nécessité militaire, c'était pour montrer et déployer la puissance russe. Donc pour revenir directement au sujet et à cette carte que Dominique a très bien présentée et expliquée, moi je pense qu'il y a au niveau du monde arabe, comme un peu au niveau des débats ici, si on commence par ce qu'on peut lire à travers les articles d'opinion dans la presse arabe, à partir de certaines déclarations, de certains articles partagés sur les réseaux sociaux, de plusieurs intellectuels arabes, journalistes, activistes de plusieurs pays, il y a une division. Il y a des gens qui, par anti-impérialisme, je le mets entre guillemets, par anti-américanisme, par ce que je peux appeler la concurrence mémoriale, on dit, ou la concurrence des victimes, victimaires, c'est ça? Oui. Il y a cela aussi, c'est-à-dire, on est en train de parler de l'Ukraine, on déplace le sujet pour rappeler la guerre américaine en Irak. C'est tout à fait légitime de rappeler cette guerre, mais cela ne doit pas pousser à se positionner pour l'invasion de l'Ukraine, parce que les Américains ont fait la même chose. Et alors, s'ils ont commis une violation du droit international, cela est également une violation. Donc, on déplace le sujet, comme on faisait durant la guerre en Syrie. Pourquoi vous n'évoquez pas tel ou tel autre cas? Et on oublie le cas lui-même, tout ce qui entoure et tout ce qui est relié à ce cas, pour trouver des excuses. Donc, il y a une tendance de se sentir victime, de voir qu'il y a deux poids, deux mesures. Oui, mais les réfugiés
Palestiniens, Syriens n'ont jamais été bien accueillis, ce qui est vrai, mais cela ne change en rien la position par rapport à l'invasion de l'Ukraine. Et il y a également un faible chez certains intellectuels pour Poutine en tant que capable de défier les Occidentaux avec toute l'histoire coloniale, impérialiste américaine. Et on peut remplir des chapitres en parlant de la politique américaine dans la région. Mais Ziad, est-ce que, pour le théoriser un tout petit peu, est-ce que ça, c'est pas l'héritage du campisme, comme on disait, de la guerre froide? C'est-à-dire, je dois choisir mon camp, et donc l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Alors du coup, on va se retrouver avec Bachar, parce que Bachar est soi-disant anti-impérialiste. On va se retrouver avec Kim, parce que Kim défie l'Amérique. Enfin, vous voyez, la logique, c'est une logique de guerre froide. En fait. C'est un logiciel de guerre froide, et pour les gens concernés, ils ne veulent même pas voir que la Russie de Poutine n'a rien à voir avec l'Union soviétique. Poutine lui-même n'arrête pas d'insulter Lénine. Il l'a même accusé d'être responsable de cette faute historique qu'est l'Ukraine. Ça rappelle un peu Saddam Hussein par rapport au Koweït aussi, qui considérait que le Koweït est une erreur historique britannique qu'il devait corriger en 90. Donc, il y a cette logique de la guerre froide qui se maintient. Il y a le fait qu'il défie les Américains, donc c'est bien. Et il y a également, avec la crise des démocraties, cette idée de l'homme fort, l'homme providentiel qui protège son peuple, qui s'impose dans un monde où la puissance seule compte, ça séduit aussi des gens. Et certainement, dans une région comme le Moyen-Orient, avec tous les conflits et toutes les injustices infligées au peuple et à certaines parties de la carte elle-même, on ne justifie pas cela, mais on peut au moins essayer de le comprendre. Donc, comme dit Zemmour, ce n'est pas un efféminé, lui. Voilà. Non, mais il l'a dit. Hein. Tout à fait, tout à fait. Cette idée masculiniste aussi, certainement existe. Il y a des gens qui prennent position clairement contre la violation du droit international et le soutien aux Ukrainiens avec toutes les réserves qu'on peut avoir sur Zelensky, sur certains groupes en Ukraine, ça c'est un autre débat. Et puis il y a les gens qui disent que de toute façon, on a été oublié pendant des années, ce n'est pas notre affaire. Je pense que la sympathie ou l'affinité qu'on peut trouver avec les Ukrainiens, et surtout en Syrie, parce que les Syriens ont eux-mêmes subi la guerre russe. J'ai rarement entendu des voix, excepté évidemment ceux qui soutiennent directement le régime syrien, qui se positionnent d'une manière neutre ou pro-Poutine. Et au niveau du Koweït, qui a été lui-même, 90, victime d'une annexion. Donc c'est une division au niveau de l'opinion publique en général. On ne peut pas tout à fait l'étudier parce qu'on n'a pas les données, mais si on parle des articles d'opinion et des interventions sur Al Jazeera, sur Al Arabiya ou au niveau des réseaux sociaux, la division est claire. J'ajouterai juste une anecdote, mais qui aussi est importante et intéressante, celle de tous ceux qui ont étudié qui étaient communistes ou qui ont eu des bourses, et ils sont des dizaines de milliers dans le monde arabe, qui ont étudié en Union soviétique. Alors là, la division est vraiment entre ceux qui ont étudié à Kiev et ceux qui ont été plus du côté de Moscou ou de Leningrad, Saint-Pétersbourg, parce que déjà, ils entendaient chez les Ukrainiens les murmures et les plaintes de l'hégémonie russe et de l'absence de tout respect à la culture ukrainienne ou aux droits des Ukrainiens. Et il y a eu des articles très intéressants dans la presse par des artistes, par des ingénieurs, des médecins qui ont étudié à Kiev et qui font partie des amitiés libano-ukrainiennes, entre Égyptiens, Ukrainiens, etc. etc. Donc, encore une fois, cette guerre s'est projetée dans ces milieux. Et par rapport au Liban, puisque je ne vais pas le citer plus tard, très rapidement, la division s'agissant de cette guerre dépasse les clivages politiques au Liban. Ce n'est plus pro-Hezbollah, anti-Hezbollah. Non. Il y a parfois je trouve des gens qui ont une tendance à affirmer leur identité grecque orthodoxe, qui sont très peu critiques de Poutine, parce que c'est quand même un peu le nouveau tsar. Ça rappelle des familles communistes dans le temps qui avaient toujours un portrait du tsar et de Staline. Il y a un peu au Liban aussi un sentiment que Poutine incarne une puissance chrétienne
qu'il faut soutenir et que c'est pas mal d'avoir un équilibre au niveau des relations internationales, même si les Ukrainiens sont aussi chrétiens, mais lui, il incarne plus l'Église et il est soutenu par le patriarche de l'Église et il se veut aussi un des défenseurs des chrétiens d'Orient. Juste une phrase, excuse-moi, je t'embête. Non, pas du tout. Une phrase parce qu'on n'y reviendra pas. Il se trouve que pour des raisons familiales, je connais bien l'orthodoxie. Oui. Je ne parle pas juive, mais chrétienne. Il y a un débat féroce à l'intérieur pas seulement de l'Église orthodoxe russe, mais de l'ensemble des églises orthodoxes, avec une très forte montée de la critique du mal que fait la politique de Poutine à l'orthodoxie. Donc c'est une situation très, très nouvelle. Ouais, hein, parce que l'Église orthodoxe russe a toujours été avec le régime en place. Le tsar, Staline, Khrouchtchev, Poutine. Il y a un peu un tropisme pro-pouvoir. Mais là, apparemment, c'est très fort. Certainement, ça va devenir de plus en plus fort si aussi la guerre se prolonge et s'il y a de plus en plus de crimes de guerre commis en Ukraine. Donc au Liban, ça dépasse les clivages et de toute façon, la position du Liban ne compte pas vraiment. Il y a eu au début une forte déclaration du gouvernement qui condamne l'invasion. Hezbollah a critiqué la déclaration. Ils se sont un peu après utilisé un langage plus diplomatique, mais quand même, si vous voyez, ils ont voté contre ou pour la résolution qui condamne l'invasion, donc contre l'invasion. Maintenant, si on commence par les acteurs non arabes et qui sont assez présents et puissants. Tu as, Dominique, parlé de la Turquie. La Turquie joue un rôle très intéressant, essaie de profiter au maximum de ce conflit. D'un côté, il y a la géographie qui lui est un peu favorable, entre guillemets, la mer Noire et la mer Méditerranée, avec les passages obligatoires des navires russes qui se trouvaient dans la base militaire en Syrie à Tartous. Les Turcs ont utilisé le droit international pour dire que durant le conflit, aucun navire militaire ne peut passer, en prétendant comme s'il y avait des navires ukrainiens qui allaient passer. C'était certainement par rapport aux Russes. Ils ont livré leurs drones, qui sont les drones les plus efficaces dans les conflits modernes, le drone Bayraktar. Ils l'ont livré aux Ukrainiens quand même, et il a été utilisé d'une manière très efficace en Ukraine. Mais en même temps, ils gardent leur coopération avec les Russes dans certaines républiques de l'Asie centrale, mais aussi en Syrie, où les deux armées sont présentes. Et Erdogan veut profiter du moment pour se représenter. Il est candidat à sa propre réélection et ça va mal. Son économie va mal. Il n'a pas voulu respecter les sanctions parce qu'il y a beaucoup d'investissements russes en Turquie et parce que la Turquie était devenue l'une des principales destinations du tourisme riche russe. Donc, il veut à tout prix ne pas perdre cette entrée d'argent. Il ne veut pas non plus agacer les Américains, lui-même étant membre de l'OTAN. Il a un accord militaire de coopération avec la Russie qui lui a permis d'obtenir les S-400, qui sont les missiles anti-air les plus sophistiqués. Il cherche une alternative aux F-35, les chasseurs américains, que les États-Unis ont dit que pour sanctionner sa coopération militaire avec les Russes, il ne va pas les obtenir. Donc, il négocie avec les Russes leurs appareils. Ce qui fait qu'il veut profiter sans prendre de risques et il essaye aussi de parler aux Ukrainiens parce que lui-même, au niveau de la mer Noire, n'est pas tout à fait content que la Russie soit son seul voisin parce qu'ils ont pris déjà la mer d'Azov. S'ils continuent vers Odessa et prennent toute la mer Noire, ça va être juste en face de la Turquie et il préfère avoir plusieurs acteurs que d'avoir le géant russe en face de lui. Et excuse-moi, ils ont profité de la crise qui camoufle un peu tout pour normaliser officiellement avec Israël. Le président israélien revient de là-bas, ils ont officialisé. Bon, c'est des retrouvailles, parce qu'ils ont été amis pendant des dizaines d'années. Mais depuis la crise. Ils ont normalisé avec les Israéliens, ils ont normalisé avec les Arméniens. Il y a eu une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères turc et arménien, et ils ont normalisé avec les Grecs, avec leurs deux anciens ennemis, adversaires, etc., et avec Israël, qui était un ancien allié, et avec qui les relations se sont dégradées depuis quelques années. Donc la Turquie normalise de nouveau avec certains acteurs, profite au maximum, condamne l'invasion, tout en refusant de prendre les sanctions contre la Russie. Le deuxième acteur, l'Iran. Les Iraniens sont vraiment très hésitants.
Ils ne veulent pas perdre une alliance très importante avec la Russie. C'est une alliance qui leur permet en Syrie une présence cruciale pour leur empire politique. En même temps, ils ne sont pas contents des Russes qui laissent les Israéliens les frapper régulièrement en Syrie. Ils veulent toujours utiliser la carte de l'alliance russe face aux Occidentaux et aux sanctions. Ils veulent que la Russie les aide au niveau des négociations nucléaires, ce qui n'est plus le cas comme avant. Mais en même temps, ils ne veulent pas rompre avec les Occidentaux parce qu'il y a les négociations en cours. Donc, ils se sont abstenus et ça n'a pas plu aux Russes. Et d'ailleurs, toute la question syrienne, peut-être ça va être la conclusion, va connaître certaines questions importantes. Donc l'Iran est inquiet, souhaite à mon sens que la guerre se termine rapidement. Évidemment, ils veulent la levée des sanctions, mais ce qui inquiète les Russes, c'est aussi que la levée des sanctions qui est voulue par les Occidentaux maintenant, s'il y a un deal nucléaire, c'est pour trouver une alternative au gaz russe par rapport à l'Europe. Et l'Iran et le Qatar sont les meilleurs candidats pour ce gaz alternatif, sauf que leur gaz n'est pas fluide, il a besoin d'un processus, donc son transport coûte un peu plus cher. Tu es mieux placé pour expliquer plus tard si nécessaire. Et pour les Russes, c'est une inquiétude. Ils ne veulent pas du tout que cela soit une possibilité pour les Occidentaux. Est-ce qu'on peut ajouter qu'il y a un chantage iranien envers les Occidentaux et les Russes, qui est de dire, si vous le continuez, on va du côté chinois. Tout à fait. Et c'est devenu maintenant aussi une demande chinoise. Avant, c'était les Iraniens qui faisaient la cour aux Chinois. Maintenant, les Chinois aussi font la cour aux Iraniens parce que, l'Iran, c'est... Voilà. C'est le gaz iranien, c'est une possibilité d'investissement, c'est une énorme démographie. Donc certainement, il y a la Chine qui est au milieu. Et d'ailleurs, sa position aussi, ce n'est pas notre domaine, mais ils se sont abstenus. Ils ont une alliance stratégique, on peut dire, avec les Russes, mais sans pourtant bien s'aimer. Ils ont pas mal de différends et de rivalités aussi. Si la Russie est une puissance militaire, la Chine est une puissance économique, mais ils n'ont pas les mêmes ambitions ni la même position au niveau des relations internationales. Et les Chinois aussi craignent d'un échec total russe, parce qu'il y a l'affaire du Taïwan qui doit rester dans leur tête. Pour Israël, comme tu as dit, c'est exactement cette question d'hésitation israélienne. Il y a les oligarques russes que les États-Unis accusent les Israéliens d'avoir facilité leur arrivée avec une partie de leur argent en Israël. On sait qu'il y a des yachts qui ont quitté des ports européens pour se diriger vers Israël. Il y a le fameux monsieur qui dirigeait ou qui présidait le club de Chelsea à Londres, Abramovich, qui est un ami intime à Poutine. Ils jouent aux échecs ensemble, qui est maintenant sanctionné et qui a aussi réussi à envoyer une partie de sa fortune, paraît-il, vers Israël. D'ailleurs, il était un de ceux qui finançaient des colonies dans les territoires occupés. Mais qui gagne quand il joue aux échecs? Lequel des deux gagne? Je ne sais pas s'il ose le battre. Mais il y a une anecdote sur cela par rapport à Idlib qui est assez intéressante. Donc, les Israéliens ne veulent pas perdre l'alliance avec la Russie. Je pense aussi qu'il y a un aspect démographique en Israël. 15 à 20% peut-être de la population, elle est d'origine russe maintenant. Donc ça joue probablement aussi sur les décisions. Et ils veulent évidemment maintenir la relation privilégiée avec les États-Unis. Donc c'est un équilibrisme assez difficile, mais qui pour le moment, je ne veux pas dire réussi, mais ils arrivent à le préserver, à le maintenir. Si on regarde le Golfe ou les monarchies arabes du Golfe, notamment, puisque le Koweït c'est plus simple, c'est clair sa condamnation de l'invasion, il y a l'Arabie saoudite, les Émirats et le Qatar. Le Qatar est très prudent. Il n'a jamais montré une hésitation par rapport à la condamnation de l'invasion, mais sans non plus aller plus loin. Les Qataris, il paraît, n'ont pas la capacité avant 3 ans d'être un véritable fournisseur des Européens au niveau du gaz. Ils veulent la bonne alliance avec les États-Unis. Ils ont suffisamment de problèmes avec leurs voisins du Golfe, notamment les Émirats arabes unis qui leur mènent une guerre. Ils ont des échéances maintenant importantes, dont la Coupe du Monde, dont certains projets de développement. Donc, ils restent prudents, mais si on regarde leurs médias, ils utilisent un vocabulaire assez musclé. Ils parlent d'une guerre et non pas d'une opération militaire. Ils parlent d'une invasion. Donc la position est plus ou moins claire avec des nuances. Les Émirats arabes unis, c'est bien plus compliqué. Il faut rappeler que les Émiratis et les Russes sont alliés en Libye.
Ils sont alliés militaires, parce que les Russes ont la société Wagner et ses mercenaires qui se battent là-bas. Les Émiratis ont leurs experts militaires et ont des centaines de drones qui soutiennent le général Haftar à l'est contre le gouvernement de Tripoli. Il y a cette alliance-là qui est importante. Il y a pour les Émiratis également la coopération au niveau de l'OPEP pour maintenir les prix, même si maintenant il paraît qu'ils ont envoyé des signes aux Américains qu'ils vont accepter de baisser leur production pour peut-être affecter les prix. Mais les Émiratis ont également une colère vis-à-vis des Américains par rapport au Qatar. Les Américains ne les ont pas suivis quand ils ont mené la guerre politique au Qatar. Et ils n'ont pas non plus, ils ne sont pas très satisfaits d'une possibilité d'un accord nucléaire avec l'Iran si la politique régionale iranienne n'est pas examinée. Donc pour les Émiratis, il y a aussi une hésitation, même s'ils ont fini par voter pour la résolution condamnant la Russie. Sauf que si vous vous rappelez, quelques jours plus tôt, au Conseil de sécurité où les Émirats maintenant siègent, ils se sont abstenus. Donc, ils envoient des messages aux Américains et aux Russes, comme quoi on reste aussi au milieu très hésitant, à savoir qu'à Dubaï et Abu Dhabi, il y a probablement aussi de l'argent d'oligarques russes qui profitent du secret bancaire là-bas et de beaucoup de facilités et d'investissements. L'Arabie saoudite, c'est encore plus compliqué. Alors, il est vrai que Mohammed Ben Salman, c'est la nouvelle génération, il a moins de considération par rapport aux alliances historiques que son père, notamment par rapport à Israël. Moi, je ne pense pas que le père aurait osé parler d'Israël comme un possible allié. Il y a toujours le poids de l'histoire, il est le gardien des lieux saints de l'islam, etc. Lui, il est un peu plus pragmatique à ce niveau, donc il peut lancer des déclarations de ce genre. Il a toujours un problème de légitimité suite à son assassinat ou à l'accusation de l'assassinat de Khashoggi. Et les Américains, notamment les démocrates, ont été très critiques par rapport à cela et rendent la normalisation difficile. Maintenant, on parle d'une possible visite de Biden. Donc, Mohammed Ben Salman, même au niveau personnel, ne veut pas vendre aux Américains une position qui les soutient sans obtenir un blanchiment du sang de Khashoggi. Ça, c'est un. Deux, il y a un sentiment en Arabie Saoudite que Biden, c'est le troisième mandat Obama. Autour de Biden, il y a beaucoup de conseillers qui étaient sous Obama et ils sont accusés par les Saoudiens de complicité avec les Iraniens. Ils ne veulent pas un accord nucléaire avec les Iraniens sans un échange important. Et ils ont une coopération depuis 2016 avec la Russie, avec OPEP+, pour maintenir le niveau de production du pétrole afin que les prix ne bougent pas. Et les Américains font pression sur eux. Pour le moment, ils ne veulent pas changer cela pour que les prix restent actuellement comme ils le sont. Pour passer rapidement à certains autres acteurs, j'allais dire aussi que pour les Saoudiens, cette idée que j'ai évoquée, celle de l'abandon des alliés, est une véritable crainte. Et ils sont également très en colère par rapport aux critiques de leur guerre au Yémen. Ils pensaient que les Américains allaient les soutenir beaucoup plus, sauf que ça a toujours été un soutien hésitant, des déclarations, mais de temps en temps des critiques s'agissant des bombardements des civils du Yémen. Donc l'Arabie saoudite a une position très délicate et on va voir si Biden va véritablement rendre visite à Ben Salman, ce qui va peut-être l'aider à se positionner d'une manière plus claire. Pour les autres acteurs de la région, avant de conclure avec la Syrie, l'autorité palestinienne, tu as tout à fait expliqué la situation, Dominique. L'Égypte, c'est assez curieux parce que Sisi avait pendant un moment flirté avec Poutine, l'idée de l'homme fort, il s'identifiait à lui, il y a eu une coopération militaire pour la première fois, mais l'Égypte quand même reste très dépendante de l'aide économique américaine et des investissements européens. Les États-Unis d'Amérique et l'Allemagne fournissent aux Égyptiens énormément de fonds, d'aide, et il y a beaucoup d'investissements là-bas, donc ça joue certainement à ce niveau. Et ils préfèrent attendre, même si leur vote est clairement contre l'invasion. Donc ils se positionnent plus ou moins du côté occidental, mais sans non plus aller vers la provocation. La Tunisie, il y a un désastre économique maintenant avec les prix du blé, sachant que le Moyen-Orient importe beaucoup de blé à la fois de l'Ukraine et de la Russie, ce qui va affecter tous les prix, le pain, les pâtes, tout ce que les gens consomment
Pardon? Le Maghreb. Exactement. Donc, il y a beaucoup de questions économiques qui inquiètent les gens. Et puis, du côté tunisien, il n'y a pas véritablement d'enjeu direct, puisque leur coopération avec la Russie n'est de toute façon pas extrêmement importante. Ce problème se pose beaucoup plus en Algérie, d'où la couleur jaune. Les Algériens sont très proches des Russes, politiquement parlant. La Russie même pense à, puisqu'en Libye ça n'a pas été possible d'établir une base militaire, penser à l'Algérie suite à tous les échanges musclés entre Algériens et Marocains, comme on se rappelle il n'y a pas très longtemps, et plus la coopération militaire entre l'Algérie et l'Union soviétique et maintenant la Russie est très importante. Donc, ils se positionnent plutôt en s'abstenant pro-russe, mais sans l'afficher d'une manière directe, parce qu'aussi il y a beaucoup d'intérêt avec les Européens et les Américains qui ne peuvent pas non plus sacrifier. Mais le Maroc est maintenant un allié militaire d'Israël. Exactement. C'est aussi, pour les Algériens, une question majeure. Hein. C'est une question majeure. Ils considèrent qu'Israël est directement à leurs frontières. Ils peuvent utiliser ça aussi au niveau du pouvoir algérien pour écraser toute revendication démocratique interne. Mais pour eux, la Russie est un allié fiable face à un Maroc qui devient peut-être un allié plus occidental via Israël, etc. Le Maroc, c'est une autre couleur. Ça, c'est assez. J'ai essayé de chercher toutes les déclarations des responsables marocains justifiant le fait qu'ils se sont retirés de la séance pour ne pas voter. C'est-à-dire ni s'abstenir, ni voter pour, ni voter contre. Ils ont décidé de se retirer. C'est peut-être pour eux le meilleur moyen d'éviter toute position et toute interprétation, de laisser les gens se poser des questions sur pourquoi ils ont fait ça. Est-ce que c'est en rapport avec leur propre histoire, avec le Sahara occidental? Est-ce que c'est en rapport avec la non-satisfaction du soutien occidental? Est-ce qu'ils ne veulent pas non plus trop provoquer les Russes pour que les Russes n'encouragent pas les Algériens à plus de tensions avec eux? On peut interpréter cela de différentes manières. Et un gage à Israël. Et exactement. Un gage à Israël lui-même. Exactement. Et puisqu'il voit que les Israéliens sont très hésitants aussi, donc je me retire de la séance. Le ministre des Affaires étrangères a fait une déclaration pour clarifier la position qui ne clarifie rien. Il dit « nous souhaitons la paix et le respect du droit international ». Ok, mais il n'y a pas de suivi. Donc la Libye, c'est le gouvernement de Tripoli qui a le vote aux Nations Unies. Donc évidemment, il est contre la Russie puisque les Russes soutiennent Haftar contre son propre camp. Et la Turquie en Libye a permis au gouvernement de Tripoli de survivre aux attaques de Haftar, des Émiratis et des Russes. Donc ils sont bien alignés sur la politique turque, tout en essayant aussi de garder... alors là, c'est intéressant parce que la Libye fournit beaucoup de gaz si cela se développe vers l'Europe du Sud, vers l'Italie. Ça peut aller aussi vers d'autres destinations, tout à fait comme l'Algérie. Si c'est après, il va y avoir des négociations autres que l'Espagne, qui déjà importe beaucoup de gaz algérien. Comment cette question énergétique va s'imposer au niveau des relations autour de la Méditerranée et par rapport au Golfe. Donc, pour conclure, je reviens à la Syrie. Il me semble que la Syrie peut être un théâtre de plusieurs développements maintenant. Ce sont des hypothèses, évidemment, on ne peut pas prévoir le futur, mais soit Poutine va préférer le statu quo en Syrie, lui permettant de maintenir son jeu d'équilibriste entre les Iraniens présents sur le terrain et les Israéliens qui les frappent à chaque fois qu'ils considèrent qu'il y a plus d'armes ou qu'il y a des positions proches du Golan occupées. Ça a été jusqu'à maintenant, ça a marché. Les Iraniens, curieusement, ont riposté récemment en bombardant une position à Arbil dans le Kurdistan irakien, prétendant que c'est un centre du Mossad ou des services israéliens, pour montrer que finalement ils commencent à riposter, qu'ils ne se laissent pas faire en Syrie. On va voir comment cela va évoluer. Il semble que les Israéliens venaient de détruire une quantité d'armes considérable en Syrie, qui était aux mains des Iraniens. Absolument. C'est une réponse. Hein, oui. J'ai dit ils sont en train de riposter parce que les convois militaires iraniens qui arrivent à l'aéroport de Damas sont souvent visés par l'aviation israélienne à chaque fois que les Israéliens considèrent que la qualité des armes qui est transportée est critique par rapport aux distances, au Golan, est-ce que ça va aller à Hezbollah après, etc. Donc jusqu'à maintenant, la Russie a laissé les Israéliens frapper en Syrie
parfois d'une manière hebdomadaire, parfois d'une manière mensuelle, sans qu'ils les arrêtent ou qu'ils leur mettent des limites. Et en même temps, ils laissent les Iraniens consolider leur présence militaire avec l'envoi des armes. Est-ce qu'ils vont continuer à jouer ce jeu? Est-ce que des tensions avec les Iraniens pourraient offrir aux Israéliens une opportunité encore plus importante pour bombarder davantage? Est-ce que les Iraniens vont se repositionner? Ça, c'est à observer. Il y a la relation avec la Turquie également. Est-ce que le cessez-le-feu, qui n'est pas tout à fait respecté, mais qui rend le conflit d'une basse intensité, est-ce que cela va être maintenu à Idlib? Ou bien les Russes peuvent envoyer un message en permettant à Bachar al-Assad et aux Iraniens d'attaquer Idlib, mais cela veut dire qu'ils rompent avec les Turcs. Est-ce que les Turcs vont réagir, vont accepter, vont renégocier, vont utiliser cela contre les Russes? La Syrie peut devenir de nouveau un théâtre de modification des rapports, des alliances, des rivalités, comme on peut aller à un statu quo, que Poutine aussi peut-être préfère s'il a un seul mal de tête aujourd'hui qui est en Ukraine, pourquoi avoir un deuxième? Mais on ne peut pas être sûr de comment la physionomie du conflit syrien peut évoluer. Ce que je crois, c'est que les Américains, après un certain retrait du Moyen-Orient, qui a duré depuis Obama quand même, retrait de l'Irak, retrait de l'Afghanistan, qui a envoyé un signal effrayant pour beaucoup de régimes, que voilà, regardez comment ils fuient. Pas seulement ils se retirent, je pense qu'ils vont se repositionner par rapport à leur politique moyen-orientale, pas dans le sens où ils vont intervenir comme dans le passé de temps du Bush, mais ce retrait du Moyen-Orient qui a permis aux Russes de devenir un acteur très important, qui a permis à certains acteurs locaux d'imposer leur propre logique, je pense que les Américains vont le reassessment, vont le retravailler pour peut-être modifier un peu certaines de leurs approches, que ce soit en Syrie, en Irak ou ailleurs. D'ailleurs, l'Irak a suivi un vote neutre. L'Irak est entre les Iraniens et les Américains et les Arabes du Golfe et la Turquie. Donc la neutralité probablement semblait à Bagdad la meilleure option. Ce qui fait que vraiment on est dans un moment crucial par rapport à la redéfinition des relations internationales, mais aussi de cette carte du Moyen-Orient, pas au niveau de ses frontières, mais au niveau de ses alliances, de ses dynamiques et de ses équilibres. Ziad, on triche un peu parce que ce que tu racontes est Oui. passionnant, donc je crois que ça vaut le coup de... J'ai encore une question, moi, quand même, si tu peux remontrer la carte, Johan. On revient à la carte qui a débuté, Oui. pour conclure. Moi, ce qui me frappe dans cette carte, et c'est ça que je voulais te demander, au fond, cette carte est une réponse cinglante à quiconque pense qu'on est dans un retour à la guerre froide. Oui, à 100%. On est dans un nouveau monde À 100%. qui, évidemment, a l'héritage de la guerre froide, etc., etc. Tu l'as dit à plusieurs reprises. Mais au fond, quand je vois ça, je me dis, voilà, il y a encore une guerre de plus, mais il y a une grande partie de la planète qui ne veut pas être partie prenante de cette guerre. Au-delà de toutes les nuances et les désirs, etc. Et je mets en garde nos amis ici, et puis ceux qui nous suivent, faites attention, l'Amérique latine, c'est faux. On est dans une phase où toute une série de régimes sont en train de changer en Amérique latine, Oui. et donc c'est la représentation telle qu'on la voit, en fait, l'Amérique latine devrait être beaucoup plus jaune. Oui. Donc on a, je ne dis pas qu'on est revenu au non-aligné, Non, je mais comprends tout à fait. Bertrand Badi, on discutait hier avec des amis, il disait, il y a quelque chose de Bandung, d'un nouveau Bandung, Oui. qui est en train de se dessiner dans ce vote d'abstention ou de ne prends pas part au vote, et c'est quelque chose de très important pour l'avenir. Parce qu'après tout, de cette guerre-là, les victimes, elles sont là. Parce que c'est eux qui vont crever parce que le pétrole, parce que le blé, parce que voilà, donc c'est une guerre de riches, entre guillemets, enfin, les Iraniens seront plus riches longtemps, évidemment, mais je veux dire, c'est quand même une guerre de riches, les Ukrainiens. et c'est le monde pauvre qui va payer cette guerre. Et donc, Oui. le monde pauvre, on le voit là, Oui. dit, c'est pas notre guerre. Et c'est surtout, si on regarde l'Afrique subsaharienne, on voit que le jaune est presque dominant, de même qu'une très grande partie de l'Asie. C'est aussi tout l'héritage colonial occidental et tout ce que les Russes ont politiquement évoqué depuis de longues années. Nous n'avons pas une politique coloniale, nous n'avions pas
un passé colonial. Au contraire, l'Union soviétique était ouverte à toutes et tous pour des études, pour des coopérations. Votre problème est avec l'Occident et non pas avec nous. Donc on le voit traduit au niveau du vote en Afrique, en Asie. C'est vrai que l'Amérique latine ou l'Amérique du Sud, c'est un cas, je ne vais pas dire particulier, mais le vert ne révèle pas tout. Il révèle surtout beaucoup de coopération avec les États-Unis, économique surtout, et on voit quand même le jaune et le gris, le Venezuela. C'est assez curieux ce gris. Et puis c'est le Paraguay qui a... la Bolivie, pardon, oui, la Bolivie, le Paraguay est plus au sud, et la Bolivie qui a préféré la neutralité. Et puis Cuba. Ah, Cuba n'a pas voté pour la Russie. Ça, c'est aussi intéressant. Et sinon, c'est quoi? C'est le Honduras qui est Nicaragua, qui a également voté en neutralité. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est vrai qu'un nouveau moment par rapport aux relations internationales se dessine, et ça va dépendre aussi de comment les choses vont évoluer en Ukraine même, et par rapport aux sanctions, par rapport à des paramètres que nous ne contrôlons pas pour le moment, mais qu'on va essayer d'observer et d'analyser. Merci infiniment, Ziad, c'était passionnant, donc bravo. Merci. Un peu de clarté dans ce monde de confusion, ça fait du bien. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est à vous si vous avez des questions. N'oubliez pas qu'il faut parler dans le micro, sinon avec la caméra ça ne fonctionne pas. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai vu que l'Afghanistan était vert, mais c'est parce que le siège à l'ONU est toujours détenu par l'ancien régime. Il serait jaune si c'était les talibans qui étaient représentés à New York. Ouais. À côté, le Pakistan est jaune. Oui. Alors pourquoi? Pouvez-vous expliquer? De même que l'Inde, curieusement. Oui. Non, Sri Lanka aussi. Alors que Népal et Bhoutan sont verts. Oui. Alors, je ne vais pas m'aventurer par rapport à la politique du Pakistan, mais depuis quelques temps, en fait, il y a de plus en plus de coopération entre la Russie et le Pakistan. Coopération militaire et sécuritaire. Et les Pakistanais ne sont pas du tout satisfaits du retrait américain de l'Afghanistan sans coopérer avec eux, puisqu'ils sont le pays le plus concerné et puisqu'ils ont beaucoup de rapports avec les talibans. Historiquement, leur service de renseignement était bien impliqué dans la création même des talibans. Donc je pense qu'il faut peut-être comprendre cela à partir de cette question. Quant à l'Inde, ça c'est exactement l'idée de la neutralité stratégique, de ne pas prendre position. Et ils ont leur énorme économie, ils ont leur très bon rapport avec les Américains et les Israéliens. Et les Israéliens au niveau sécuritaire et militaire, tout à fait. Et merci par ailleurs pour les corrections géographiques de la carte de l'Amérique du Sud. Mais l'Amérique du Sud, ce que je voulais dire, c'est aussi des régimes en train de changer. Oui. C'est-à-dire, on est dans une période de transition au Chili, on est dans une... Enfin, la Colombie, vous avez vu les résultats électoraux. Enfin bon, on est... Mais peut-être ça c'est sur un autre registre, mais il me semble que la gauche de l'Amérique du Sud, au moins celle qui est en train de gagner les élections, elle n'est plus dans l'anti-impérialisme classique. Bien sûr. Surtout, si on suit un peu le Chili, il y a toujours... Pinochet, quand même, n'a pas été un sujet de passage, soutenu par les Américains, etc. Mais on sort un peu de l'ancien logiciel. Il y a une évolution au discours. Au Brésil, la même chose. Mais ça reste évidemment important à voir comment ça va se développer. Sur le Chili, il faut dire que le Parti communiste, c'est un des rares pays où le Parti communiste joue encore un rôle. C'est un parti communiste qui a rompu avec le passé pro-soviétique, stalinien, qui était le sien. Hein. C'est vraiment un parti communiste ouvert sur la... on le voit d'ailleurs, sur un nouveau type de gauche. Quoi. Oui. Féministe, progressiste à tous les niveaux, tout à fait. Merci beaucoup. Vraiment formidable. Ça montre vraiment la complexité de cette guerre qui n'est pas isolée dans l'Europe de l'Est. J'ai une question qui concerne un peu l'équilibre entre les enjeux militaires et économiques de ces pays. Je m'inquiète beaucoup du flux d'armes qui provient de chez moi. Non, c'était chez moi. C'était chez moi. Maintenant, c'est ici. Mais c'est-à-dire que
selon les grands pouvoirs, on se comporte comme si il y avait des échos de la guerre froide. Oui. Sans aller sur ce que aurait dû être peut-être fait envers la Russie après la chute du mur de la part de l'OTAN. Les décisions, le vote de ces pays qui constituent maintenant un troisième pouvoir, c'est-à-dire ils sont en otage par rapport au grand pouvoir pour le financement militaire et économique. Mais c'est surtout les enjeux économiques qui définissent leurs décisions. Oui. Selon la façon dont on arrive à arrêter cette catastrophe, une porte de sortie, un écrasement, je ne sais pas, vraiment. Comment est-ce que c'est possible que le militaire se retire et ne prévaut pas aux alliances comme définies maintenant? Merci. On prend plusieurs questions, si tu veux, comme ça on tout à fait. Félix, alors, veut nous parler, on l'entend. Vous m'entendez? Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, alors j'ai deux petites questions. La première, c'est par rapport à ce que Bennett a dit à Zelensky, donc il a demandé de capituler. Est-ce qu'Israël ne craint pas, en faisant ça, de fâcher Washington, qui pourrait, si la situation empire, mettre la pression sur Israël sur le sujet de la Palestine, des colonies? Et l'autre question, c'est par rapport à l'Iran. On a eu l'ancien président Ahmadinejad, qui était pourtant un anti-impérialiste très connu, qui a écrit une série de tweets où notamment il appelait Poutine à arrêter la guerre, et puis il a apporté son soutien à Zelensky, ce qui est assez curieux, sachant que quand il était président, Ahmadinejad, il avait des bons rapports avec les Russes. Qu'est-ce que ça veut dire, cette contradiction? Est-ce que c'est de la politique intérieure iranienne pour se démarquer du président actuel, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe là? Merci. D'autres questions ici ou... Oui, je vous en prie. Oui, moi j'en ai une petite, mais très courte. Sur la carte, je le vois très mal, j'ai mauvaise vue. Cuba a voté contre. Non, c'est abstenu. Abstenu. Et ma deuxième question, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, à longue, un risque de famine par rapport à la livraison des céréales? Tu prends ça ou on en prend d'autres? Ziad peut-être répond à ces premières questions, rapidement, et puis on en prend d'autres ensuite. Rapidement, pour les céréales, je sais que c'est un grand problème au Liban et en Syrie, pour le moment. Je suis sûr que ça doit être aussi dans le Maghreb, en Tunisie, en Égypte et ailleurs, parce que les fournisseurs de blé sont surtout la Russie et l'Ukraine, et si cela s'arrête, les prix et la présence même de cette matière, qui est extrêmement importante, est en risque. Donc, il peut y avoir un grand problème économique, un désarroi économique, et si la guerre dure bien plus longtemps, les choses vont s'empirer, on va le sentir dans plusieurs pays. Cuba, oui, ils sont abstenus, les Cubains veulent aussi négocier un jour avec les Américains la fin des sanctions et de l'embargo. Ça a déjà été assez positif sous Obama, avant que ça se détériore avec Trump, et ils espèrent que Biden reprenne. C'est pour ça, je pense qu'ils ne sont pas positionnés du côté des Russes, probablement. Maintenant, pour la question du militaire, et si j'ai bien compris, je ne sais pas si la guerre va durer très très longtemps, mais moi je crains depuis la guerre en Syrie qu'au niveau des guerres et des crimes de guerre, tout est devenu possible, tout est devenu une probabilité. Quand on voit ce qui s'est passé en Syrie, le nombre des crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, la banalisation du mal, si on utilise cette expression, l'idée qu'on s'est habitué aux réfugiés, aux torturés, aux viols, à l'usage de l'arme chimique, au déplacement des populations, rien ne s'est passé. Et il y avait souvent des voix qui disaient « Ne livrez pas d'armes, cela va, aux opposants à Bachar al-Assad, cela va, comme on disait, verser de l'huile sur le feu ». Sauf que c'était en fait une formule pour ne rien faire,
et permettre à Bachar al-Assad d'écraser la société. Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent par rapport aux livraisons d'armes aux Ukrainiens. Je peux comprendre pour des gens qui sont sincères, anti-guerre, anti-violence, évidemment. Mais en même temps, on abandonne les Ukrainiens pour qu'ils se fassent écraser sans pouvoir se défendre, s'ils ont voulu se défendre et se battre jusqu'au bout. D'où la déclaration, ou ce qu'on attribue aux Israéliens d'avoir demandé à Zelensky de capituler, donc d'accepter l'annexion et de la Crimée et du Donbass, d'accepter la défaite, de rejeter définitivement l'OTAN et peut-être l'Union européenne, et il se peut que ça soit aussi sa démission, donc sa tête à lui. Évidemment, il va pas l'accepter, mais ça montre aussi qu'au niveau israélien, ils veulent que ça se termine rapidement. Je me permets juste une parenthèse. Il y a eu un article dans le site israélien 972, si je ne me trompe pas, très intéressant, qui cherche dans le vocabulaire de la guerre russe exactement les mêmes termes qu'Israël utilise quand il mène des guerres, comme par exemple l'invasion du Liban s'intitulait Paix de la Galilée, Paix en Galilée. L'opération militaire russe, c'est le maintien de paix, une opération pour maintenir la paix. La question des terroristes qui se cachent derrière les civils, c'est exactement ce qu'Israël utilise en bombardant Gaza, les boucliers humains, ou au Liban, pourquoi vous vous cachez parmi les civils. Évidemment, le régime syrien a utilisé le même logiciel en Syrie. Donc, il y a beaucoup de similitudes au niveau de l'usage des termes et de la qualification de l'ennemi qui sont là. Mais je ne pense pas que la question des armes, aujourd'hui, même qu'elle est très importante. Oui, beaucoup d'argent, certainement. Mais vous savez, les Russes vendent énormément d'armes aussi. Hein. C'est plus le monde... Et les Français, et les Britanniques. Troisième. Et l'Inde et Israël, la Turquie commence à avoir une industrie militaire assez musclée. Donc, certainement, c'est un problème crucial. Mais je ne sais pas s'il explique... tellement de choses, peut-être, hein, je ne suis pas sûr. Ahmadinejad, il est depuis quelque temps dans des déclarations assez provocatrices, assez bizarres. Il a même critiqué les crimes de guerre et les crimes barbares en Syrie, bien qu'il était président quand l'intervention a commencé. Il a critiqué la Russie à plusieurs reprises, ce n'est pas la première fois, et il critique la direction iranienne actuelle, tout en restant évidemment sous le guide spirituel, le guide de la République, Khamenei. Mais il fait de temps en temps des sorties comme ça qui contredisent beaucoup de ses positions. Mais on disait que l'intervention en Syrie, il ne l'a pas soutenue, il était beaucoup plus hésitant, que ce sont les gardiens de la Révolution qui l'ont imposé. La pression américaine sur Israël ? La pression américaine sur Israël, cela fait quelque temps qu'il y a des critiques des États-Unis claires à l'hésitation israélienne, au rôle que joue Israël, au fait qu'il n'applique pas les sanctions vis-à-vis des oligarques qui sont évoqués dans les listes. Qu'il ne livre pas d'armes, etc. Donc, il y a des critiques déjà qui commencent, mais de là à avoir des répercussions sur la question palestinienne, sur les colonies, etc., je pense qu'on est encore loin de là, mais peut-être que cette évolution-là permettrait aux négociations, si jamais elles vont reprendre, de trouver d'autres chemins, Mais moi, je suis très pessimiste par rapport à la question des colonies. Mais Ziad, le principal bras de fer entre le nouveau gouvernement israélien et l'administration Biden, c'était le nucléaire iranien. Oui, c'est sûr. Donc là-dessus, les Israéliens savent qu'ils vont prendre une gifle historique si le deal avec la signature de l'accord que tout le monde veut maintenant, y compris dans le Golfe. Je crois que l'idée, c'est qu'il faut stabiliser les choses. Donc la punition, entre guillemets, ce sera l'accord sur le nucléaire, plus que la Palestine elle-même. Exactement. Et même l'accord sur le nucléaire, les Saoudiens et les Iraniens ont négocié, juste avant la guerre en Ukraine, pendant quelque temps, une certaine normalisation, parce que les Saoudiens aussi, s'il y a un accord nucléaire, ils ne veulent pas être très écartés ou affaiblis. Donc, ça a été interrompu, ces négociations-là, mais cela peut reprendre aussi, parce que tous les acteurs veulent se repositionner. On a une question ici, c'est pourquoi Bachar envoie des mercenaires
Est-ce que ça a une logique? Est-ce que ça devient vraiment une co-belligérance? Oui. Alors, il faut savoir que pour le régime syrien, il veut montrer à quel point sa fidélité envers la Russie se traduit sur le terrain. Donc, ils ont permis à des militaires syriens comme à des volontaires de partir, s'ils le souhaitent, en Russie. Cela permet des revenus, parce que ces mercenaires-là, en partie, vont être payés, parce que il y a beaucoup de personnes qui faisaient partie des milices mobilisées et armées en Syrie par les Russes et les Iraniens pour épauler l'armée épuisée du régime et qui aujourd'hui deviennent un poids. Comment les gérer? Ce sont des gens qui ont profité de la guerre, de l'économie de la guerre. Ils imposent sur les gens de l'argent, ils volent, ils kidnappent et ils demandent des rançons. Donc qu'ils partent tuer et se faire tuer là-bas. Et par ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il y a des mercenaires syriens qui se battent dans d'autres conflits. Il faut dire qu'en Libye, dans les deux camps, il y a eu des opposants syriens qui ont été se battre du côté du gouvernement de Tripoli, amenés par les Turcs, et il y a des pro-régimes qui se sont battus du côté de Haftar, amenés par les Russes et la société Wagner. Au Nagorno-Karabakh, la guerre entre Azerbaïdjan et l'Arménie, il y a eu également, des deux côtés, il y a eu des Syriens, il y a eu des Arméniens syriens qui sont partis. On ne peut pas peut-être les qualifier de mercenaires. Il y avait l'identité nationale, ils appartiennent à la nation arménienne. Ils sont partis pour se battre du côté des Arméniens. Et il y a aussi, c'est difficile de les qualifier directement de mercenaires, presque des Turkmènes syriens. Parce qu'en Syrie, il y a une minorité turkmène et ils ont une division militaire qui se bat en Syrie et qui est protégée par les Turcs, armée par les Turcs. Certains sont partis aussi se battre du côté des Azaris, le monde turcophone, si vous voulez. Donc, ou pas turcophone, mais le lien historique et culturel. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il y a des Syriens qui se battent. Et je sais qu'il y a des opposants syriens qui auraient aimé, s'ils avaient les visas nécessaires, d'aller se battre du côté ukrainien pour se venger un peu des crimes russes en Syrie. Mais Ziad, il y a peut-être aussi une dimension militaire, parce que exactement. Ces mercenaires syriens, tout à fait. comme les mercenaires tchétchènes de Kadyrov, aguerris, oui. C'est des experts en barbarie. Donc le soldat de base russe, il n'est peut-être pas aussi déterminé. Il a peur. Il a peur. Il n'est pas entraîné. C'est leur boulot, quoi. Hein, alors, j'ai oublié de dire qu'il y a un besoin russe aussi de ressources humaines, même si l'armée russe est géante et énorme, mais on voit qu'il y a des problèmes de ravitaillement, de mouvement de troupes, et donc ils ont besoin de combattants capables de se jeter sans toujours une couverture aérienne et sans la logistique nécessaire, chair à canon, on peut dire, mais en même temps qui sont aguerris. Qui sont pas juste, ils prennent pas la Kalachnikov pour la première fois. Ils ont déjà été dans des combats en Syrie et ils sont capables du pire. Ça joue d'un côté. De l'autre, il y a un message que Poutine envoie à travers les Tchétchènes. On a oublié de parler de cela. Il veut se montrer non seulement garant de l'orthodoxie chrétienne russe, mais qu'il est très ouvert aux musulmans, qu'il connaît très bien, à partir des 20 millions de musulmans russes, à partir de Kadyrov et de ces gens, après avoir probablement liquidé son père et massacré la Tchétchénie, il y a de plus en plus des rôles que joue Kadyrov lui-même dans la relation avec l'Asie centrale à majorité musulmane et qui faisait partie de l'Empire russe puis soviétique. L'envoi des Tchétchènes aujourd'hui là-bas est un signe assez important, surtout quand on disait que beaucoup de soldats russes ont du mal à bombarder Kiev, étant la ville qui a mené le christianisme en Russie même à partir des Byzantins dans l'histoire. Et donc, avec les Tchétchènes, il y a une possibilité d'aller plus loin et puis de se déresponsabiliser de ce qui peut passer dans la capitale ukrainienne elle-même. D'autres questions? Oui. Oui, alors, à ce niveau-là, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Je pense que cette intervention, de mon point de vue, c'est un peu une erreur stratégique de Poutine, dans la mesure où je vois pas tellement comment, s'il est un peu en difficulté en Ukraine, comment il peut ensuite continuer ses actions en Syrie, ses actions en Afrique, en Libye, etc., ou en Centrafrique avec Wagner. Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de fuite en avant, quelque part, c'est-à-dire
d'envoyer toutes ses forces dans la bataille, que ce soit en Syrie ou sur d'autres terrains, et évidemment en Ukraine. Et sinon, en ce qui concerne la Chine, est-ce que vous pouvez dire un mot dessus? Parce qu'à mon sens, sa position est un petit peu ambiguë, parce que si l'intervention russe en Ukraine, c'est un petit peu ce que voudrait faire quelque part la Chine à Taïwan, Oui. Une réunification, etc., dans son logiciel, mais c'est aussi ce que pourraient faire les Américains, c'est-à-dire la Russie reconnaît des provinces de l'Ukraine en disant que c'est à eux, etc. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que les États-Unis pourraient aussi reconnaître Taïwan comme indépendante, tout ça, même si c'est dangereux, mais l'intervention russe quand même ouvre pas mal de possibilités géopolitiques. Oui. Donc est-ce que vous pouvez dire un mot de ça? Ziad? Pour la Chine, Après, madame. vraiment, je ne prétends pas bien connaître la politique chinoise, mais ce que vous avez exactement, ce que vous avez dit, c'est-à-dire il y a la question du Taïwan et les craintes que ce qui se passe en Ukraine peut mener à des positions assez différentes concernant le Taïwan et un enjeu encore plus important et dangereux entre Américains et Chinois sur Taïwan directement. Et puis, moi, je ne pense pas que pour des raisons économiques, les Chinois sont contents de ce qui se passe. Parce que leur économie croissante et leur puissance économique surtout, après une interruption due à la pandémie, ils veulent maintenir un momentum de croissance économique que cette guerre perturbe. Perturbe par rapport au prix de tout ce qui est énergétique, par rapport au blé, et même si ils peuvent profiter des sanctions occidentales, puisque maintenant de plus en plus de Russes ont des cartes de crédit chinoises et peut-être des comptes en Chine, mais ce n'est pas la même chose quand même. C'est-à-dire, ce n'est pas suffisant pour eux pour combler une crise économique mondiale qui peut nuire à leur croissance. Pour la question de est-ce qu'ils peuvent fuir en avant, tout est possible, mais je pense qu'ils calculent les risques de plus en plus. Et je ne suis pas très optimiste par rapport à la situation militaire en Ukraine. Ce que je lis, puisque évidemment je ne suis pas expert militaire, c'est que l'armée russe malgré tout progresse là où il faut qu'elle progresse, qu'il a détruit l'infrastructure militaire de l'armée ukrainienne, tous les aéroports, l'aviation, les stocks d'armes, etc. Et qu'il a presque démantelé l'État ukrainien. Parce qu'il faut voir au niveau de la guerre, pas seulement le mouvement des troupes, mais ce qui reste de l'infrastructure étatique de l'Ukraine. Ça a été bombardé d'une manière systématique et bien précise pour la détruire et pour rendre la reconstruction extrêmement coûteuse, économiquement parlant, et pour imposer l'annexion de l'Est et du Sud. Et peut-être, si jamais les troupes russes prennent Odessa, il n'y aura plus de mer, de contact avec la mer du côté ukrainien. Donc c'est assez dangereux et Madame? je pense qu'il préférait le statu quo ailleurs, mais on va en tout cas voir, je ne m'aventurerai pas plus. Si je ne dis pas de bêtises, la Russie est actuellement à la tête de la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Bien sûr. Est-ce que c'est une des raisons qui fait que la guerre a commencé au moment où elle a commencé? Il se peut que ça soit une des raisons. On évoquait il n'y a pas très longtemps que les Russes ont reçu une demande chinoise de ne rien faire durant les Jeux olympiques. Il paraît qu'il y a un cap diplomatique qui le confirme. D'où les déclarations américaines qui ont été sous-estimées par rapport... je suis désolé, c'est mon fils, je vais le rappeler. Qui sous-estimaient les rapports américains sur une guerre imminente et qui donnaient des dates. Et les dates souvent étaient après les Jeux olympiques. Donc, est-ce que la présidence du Conseil de sécurité, est-ce que certaines considérations chinoises ont joué au niveau du timing? C'est très possible. Mais on a vu l'échange musclé entre le Russe qui préside la séance et le représentant ukrainien. Donc, oui, c'est une des possibilités. Si tu permets, Ziad, comme on est quand même dans un débat qui dépasse un peu le Proche-Orient, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire sur le plan militaire, il y a une avancée très nette qui est indiscutable. Mais en même temps, la démonstration qui a été faite est celle d'une armée incapable de mener une campagne cohérente avec le ravitaillement, avec les problèmes de ravitaillement même de nourriture, quoi. Tout à fait. Oui.
c'est pas un succès pour Non, les généraux russes, quoi. Non, moi, juste ce que je voulais dire, c'est que, en fin de compte, après des destructions massives qu'on est en train de voir, et d'ailleurs, bombarder des infrastructures civiles, détruire des ponts, détruire l'électricité, l'eau, certains hôpitaux, des ponts, tout ce qui peut connecter des villes entre elles, ce n'est pas un exercice tellement difficile, surtout qu'ils ont neutralisé l'aviation ukrainienne et il n'y a pas suffisamment de missiles anti-air. Et certainement, on peut voir au niveau des troupes qui n'arrivent pas à progresser dans certaines localités, des énormes convois qui ont besoin d'être ravitaillés et le ravitaillement n'arrive pas. La question de la nourriture, et il paraît qu'il y a des soldats qui sont abandonnés sans eau et sans nourriture, qui se débrouillent pour manger et boire. Ça montre qu'il y a une défaillance à ce niveau-là et au niveau de surestimation de la capacité de l'armée russe. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur le terrain, si cela se continue et se poursuit, la destruction de l'Ukraine et de certaines villes, de certains sites, d'une infrastructure étatique sera énorme, telle que la reconstruction de ce pays ne sera pas une tâche facile ou voire possible dans les prochaines décennies. Et dans ce sens-là, Poutine, s'il n'arrive pas à gagner militairement très rapidement, les destructions massives, sans nécessairement tuer autant de civils qu'il a tués en Russie, en Syrie, parce que c'est l'Europe, mais la destruction de l'État lui-même et des constructions et des infrastructures sera terrible. C'est ce que... Mais ce que je voulais dire quand même, c'est que bon, la télé, c'est la télé, plus l'analphabétisme d'un certain nombre de journalistes. On a vu ce numéro en direct de Kiev, de Lviv, qui était terrible, quoi. À part les aspects purement humanitaires, il n'y avait pas une ligne d'analyse. Oui, tout à fait. Et quand on prend le reste, il y a 4 échecs, déjà. Oui. Premièrement, une catastrophe économique, parce que les sanctions auront des effets à long terme. Absolument. Deuxièmement, une catastrophe diplomatique. Il n'y a que 4 pays. Seulement. 4 pays. On ne peut même pas considérer qu'il y a 4 pays. Voilà, la Syrie est occupée, la Biélorussie est occupée et la Corée du Nord. Troisièmement, et on y est moins sensible, mais là où il y a eu d'immenses manifestations, à Prague, à Budapest, à Tbilissi, c'est où les peuples ont déjà connu les chars soviétiques et ensuite les chars russes. Tout à fait. C'est-à-dire donc, ils ont réveillé le sentiment anti-russe, qui est un sentiment, bon, donc on comprend l'histoire. Et puis, quatrièmement, quand on regarde bien, s'ils avaient voulu otaniser l'Europe, ils n'auraient pas fait autrement. Maintenant, on a même les Finlandais, les pays danois, les Suédois, tout le monde se précipite du côté de l'OTAN, alors que tout le monde sait que c'est absurde. Tout à fait. La seule solution, c'est la maison commune de Gorbatchev. C'est un accord de sécurité pour l'ensemble des pays, de voisinage, qui soit loin de tous les blocs militaires. Non, même les Ukrainiens, qui étaient un peu réticents par rapport à l'OTAN, maintenant disent si on était membre de l'OTAN, l'invasion n'aurait pas eu lieu. Donc ils ont donné tout à fait la légitimité à l'otanisation, pas la légitimité, mais le sens à cette otanisation par des gens qui avaient peur du voisin russe. Et à ce niveau, encore une fois, pour clarifier, je suis tout à fait d'accord avec les 4 points et avec le fait que ce n'est pas un succès de Poutine ce qui se passe et ça va avoir des conséquences terribles parce que même après avoir occupé une partie de l'Ukraine, détruit son infrastructure et après, les sanctions vont continuer, vont se poursuivre. Si les troupes russes restent en Ukraine, il va y avoir une résistance, il va y avoir une guérilla et ça va coûter très cher à l'armée russe. Et en plus, au niveau international, personne, sauf ces 4 ou 5 pays, ne va reconnaître les conséquences de la guerre et du facto, ce qu'il a créé dans certaines régions. Donc il va y avoir toujours des crises diplomatiques. En plus, il ne va pas réussir non plus à finir avec la politique des sanctions tant qu'il ne permet pas une renaissance ukrainienne ou quelque chose qu'il ne veut pas du tout voir. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a... est-ce qu'il a fait des mauvais calculs? Est-ce qu'il a sous-estimé la réaction occidentale? Est-ce qu'il comptait sur ses relais pour ne pas être aussi critiqué et rejeté? Même certains de ses fidèles alliés commencent aujourd'hui, soit ils disent que c'est pas le Poutine qu'on a connu, bien que ça n'a aucun sens, c'est le même Poutine qui monte chaque année d'un cran. Ceux qui essayent aujourd'hui de dire oui, mais avant on avait des considérations différentes, tout cela
il les a mis aussi très mal à l'aise. Ils ne font que se justifier sans grand succès. Donc, certainement, c'est un tournant, encore une fois, au niveau des opinions publiques. Et je pense que, même si je regrette que les réfugiés syriens, irakiens, afghans, de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique du Nord n'ont jamais été accueillis chaleureusement, voire on les a, du côté africain, on les a laissés se noyer en Méditerranée, qui est devenue presque une fosse commune, et on a érigé les murs en Europe de l'Est pour empêcher les Syriens, les Irakiens et les Afghans d'arriver. Mais la solidarité avec les Ukrainiens, elle est importante. Il ne faut pas être dans la rivalité, dans la concurrence des victimes. Il faut critiquer le racisme, il faut critiquer les deux poids, deux mesures, mais soutenir les Ukrainiens dans leur crise est une obligation éthique, morale, légale et politique. Donc, je pense que ça, c'est aussi important à signaler. Et peut-être un dernier message de mon côté, parce que je connais beaucoup d'amis, beaucoup de personnes de gauche, progressistes, etc., mais qui sont aveuglés par l'anti-américanisme ou l'anti-impérialisme. Il y a de quoi être en colère contre la politique américaine en Palestine, contre la politique américaine qui a soutenu les pires régimes corrompus, etc. Mais on ne peut pas remplacer la science politique, l'histoire, les relations internationales, les aspirations des gens, leur espoir de construire leur pays et leur nation par cet aveuglement-là, parce qu'il est en train d'effacer véritablement la science politique. Il y a un conflit en Asie, c'est les Américains. Il y a un conflit en Afrique, c'est les Américains. La Russie bombarde la Syrie, c'est les Américains. La Russie envahit l'Ukraine, c'est les Américains. Ça devient presque une religion qui n'a plus de sens, qui n'a aucun sens. Très obsolète. Et on ne voit pas ni les sociétés, ni leur dynamique, ni leur économie, ni leur histoire. On occulte tout pour appliquer le même logiciel avec une arrogance et avec parfois un mépris des gens, comme si on connaît tout. Et n'importe quelle question, on a la réponse. Mais non, on n'a pas la réponse à tout. Il faut voir ce que les gens disent, ce que les Ukrainiens disent, ce que les Syriens disaient. On les invisibilise pour imposer notre logiciel obsolète, qui n'a plus de sens. Et Poutine n'est pas Vladimir Lénine. Lui-même, il l'insulte régulièrement. L'économie russe aujourd'hui est capitaliste et n'a aucun aspect de la justice sociale qui peut-être n'existait pas non plus sous l'Union soviétique, mais disons qu'il y avait un effort pour l'avoir. Je ne comprends pas d'où vient cet aveuglement qui n'évolue pas. En Syrie, les Syriens l'ont payé très cher. Aujourd'hui, les Ukrainiens, heureusement qu'il y a une solidarité avec eux qui dépasse ce logiciel-là, mais quand même, ça fait mal de voir des gens qui sont progressistes, de gauche, rester comme ça obsédés et avoir l'arrogance de tout connaître et de savoir qu'ils sont les mains invisibles et qu'eux, ils sont au-delà de notre intelligence, ils voient les choses d'une manière plus précise, tandis que nous, on se contente des apparences. C'est malheureux, c'est triste. On est arrivé au bout, malheureusement, on aimerait bien continuer. Je voudrais dire moi j'ai trouvé qu'il y a très peu de textes intéressants. Oui. Beaucoup de confusion, beaucoup de choses humanitaires qui sont nécessaires mais qui ne permettent pas de comprendre. Oui. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire le texte d'Edoui Plenel. Excellent. Parce qu'il répondait à ce que tu dis. C'est-à-dire, il disait, on n'est plus dans la guerre froide, il y a plusieurs impérialismes. Tout à fait. Et il faut bien voir qu'à tel ou tel moment, tel ou tel impérialisme peut être le plus dangereux. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'OTAN qui fait la guerre en Europe. Tout à fait. C'est l'impérialisme russe. Oui. Non, comme ailleurs, ça peut être, on a vu la guerre de Bosnie, c'était autre chose. Donc il faut, j'ai trouvé dans le papier de Plenel cette théorisation d'un nouveau monde. Absolument. Dans lequel il faut être attentif à ce qui a changé. Excellent article. Il y a eu des bons articles aussi par des intellectuels syriens, comme Yassine Haj Saleh et autres. Je pense qu'il y a aussi un nouveau monde, même dans la pensée et la façon de voir les choses, de les analyser et d'en finir avec ce logiciel obsolète, même s'il a encore ses partisans et ceux qui le défendent. J'ai été frappé, c'est pas un secret, on a échangé beaucoup d'articles qu'on s'est envoyés pour préparer ce midi.
beaucoup d'articles étaient intelligents. Oui, oui. C'est-à-dire, il y avait une appréciation fine, la politique israélienne, la politique saoudienne, la politique syrienne. Nuancé. Quand Nuancé, on veut, exactement. on peut, quoi. Oui, le problème, oui. c'est qu'il faut vouloir. Il faut Et vouloir entrer dans la complexité. Et sortir de la paresse, parce qu'en partie, ce logiciel est extrêmement paresseux. Il a la réponse copy-paste, copier-coller. J'ai toujours la formule que je vous donne et on peut toujours trouver une responsabilité américaine quelque part parce que malheureusement les États-Unis, pendant très longtemps, n'ont pas cessé de commettre des violations du droit international. Mais cela n'est pas une réponse ni une suffisance pour expliquer et pour comprendre. On doit comprendre ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Merci à vous. infiniment. Merci. C'était un grand plaisir. Merci, bravo. Merci.